Il est 8h, bienvenue à tous. Votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal présenté par David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour, David. Des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron et le mot guillotine dans la même phrase. Lorsqu'on est enregistré à son insu, on dit ce qu'on pense. Les propos sulfureux du gilet jaune Christophe Chalençon. Récit dès le début de ce journal. C'est ce que l'on appelle un blocage. Les négociations sur l'assurance chômage sont très tendues. En cause, les contrats courts. Patronat et syndicats semble à ce stade irréconciliable. Et puis, il le veut, son mur à la frontière mexicaine. Donald Trump s'apprête à déclarer l'urgence nationale pour contourner le Congrès démocrate. Et à 8h12, un député slovène démissionne après le vol d'un sandwich. Vincent Herouet nous dira que le seuil de tolérance au comportement des politiques varie selon les pays d'Europe. 8h15, elle était avec Emmanuel Macron hier dans l'Indre. Jacqueline Gouraud, la ministre des Territoires, répondra aux questions d'Audrey Crespo-Marin. Europe 1. C'est l'homme qui a déclenché la crise entre la France et l'Italie. Le gilet jaune du Vaucluse, Christophe Chalençon, le ministre italien Luigi Di Maio, lui avait rendu visite au début du mois et par la suite, Paris avait rappelé son ambassadeur à Rome. Nous apprenons à l'instant que cet ambassadeur rentre à Rome aujourd'hui. Eh bien, Christophe Chalençon a été enregistré à son insu par une télévision italienne et, Aude Vernuccio, les propos sont particulièrement virulents. Oui, on entend Christophe Chalençon se confier sans détour. Il dit se sentir menacé par l'État français, se croit surveillé par une sorte de police politique et ça donne des propos qu'il croyait privés et qui expriment une conception violente de la politique. Écoutez. J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Élysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit. Guillotine, rentrée dans l'Elysée, paramilitaire, la journaliste en reste bouche bée, des termes qui reprennent les théories complotistes mais que l'on avait rarement entendu de manière aussi directe dans le discours des Gilets jaunes. Certains leaders se sont d'ailleurs éloignés de Christophe Chalençon qui a quitté les cortèges et les manifestations pour lancer il y a quelques jours son propre mouvement politique aux européennes, le MAC ou Mouvement Alternatif Citoyen. Et alors Aude, est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de cet enregistrement ? Alors oui, la journaliste italienne nous a raconté comment ça s'était passé. À la fin de l'interview avec Christophe Chalençon, elle a laissé tourner la caméra et c'est là qu'il a tenu ses propos, des propos tellement graves d'après elle qu'elle a choisi ensuite de les diffuser. Merci à vous Aude Vernuccio pour ce dossier préparé avec Hélène Terzian. J'ajoute Nikos que Christophe Castaner a réagi. Est-ce une comédie à l'italienne ou juste un nouveau délire personnel, a-t-il écrit sur Twitter? On verra dans les prochaines heures si la réaction du ministère de l'Intérieur en restera à ce tweet ou si une enquête sera ouverte. Et un autre gilet jaune sera dans l'actualité aujourd'hui. Éric Drouet comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Le chauffeur routier de Seine-et-Marne sera jugé pour organisation de manifestations sans déclaration préalable et de nouvelles manifestations se préparent pour demain. Ce sera le 14e samedi de mobilisation. Dans le reste de l'actualité, négociations bloquées sur l'assurance chômage notamment. Oui, la pomme de discorde, ce sont les contrats précaires. Les syndicats veulent un système de bonus-malus. En clair, que les CDD coûtent plus cher aux patrons. Une réunion hier soir a une nouvelle fois tourné court. Les représentants de salariés menacent de boycotter le prochain rendez-vous. Écoutez Denis Gravouille, le négociateur de la CGT. On a un patronat qui est complètement accro à la précarité, qui ne veut entendre parler d'aucun système de régulation, qui veut mettre éventuellement quelques pansements sur la précarité, mais qui ne veut surtout pas la remettre en cause. Si d'un seul coup, par miracle, le MEDEF se mettait à changer complètement d'avis, faire un virage sur elle à 180 degrés et se mettait à envisager un système de bonus-malus, une surcotisation, on regardera ce qui se passe dans le texte. Mais franchement, il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes, on verra bien. Denis Gravouille de la CGT était avec Olivier Samin. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour David. Pourquoi, Emmanuel, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1, pourquoi le patronat est-il à ce point opposé au bonus-malus? Parce que selon eux, ça mettrait à terre des secteurs entiers comme celui des traiteurs, de la restauration, de l'hôtellerie ou encore des services à la personne. Tous ces secteurs utilisent en effet beaucoup de contrats courts pour réaliser des missions très ponctuelles. Un traiteur, par exemple, a besoin de quelques heures d'extra pour le week-end. C'est pour cela que le patronat, et au premier rang desquels le MEDEF, ne veut pas entendre parler de ce système de bonus-malus. Ça alourdirait trop, selon eux, le coût du travail. L'idée de cette mesure, c'est en effet de taxer les entreprises qui ont fortement recours à ces contrats. Le patronat a bien fait quelques propositions annexes hier soir, mais pour le moment,
tout est bloqué. Bon, c'est de la posture ou bien on va en sortir? Eh bien, côté patronat, ce n'est pas une posture. On est vent debout. Il faut voir en plus que c'est la première grosse négociation pour le nouveau patron du MEDEF. Commencer par accepter de taxer le travail, ce serait comme casser un gros tabou dans les rangs patronaux. Et puis les syndicats, et c'est très important, se sentent soutenus. Il ne faut pas l'oublier, ce système de bonus-malus est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Promesse plusieurs fois renouvelée depuis. Donc si le patronat et les syndicats devaient ne pas réussir à se mettre d'accord lors de la prochaine réunion, ce sera la semaine prochaine, eh bien ce serait le gouvernement qui reprendrait directement la main. Et le week-end dernier sur Europe 1, la ministre du Travail a été très claire. On mettra en place ce système de bonus-malus, a-t-elle prévenu. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, voilà. Le bonus-malus. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. C'est Nicolas Florian qui va succéder à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Il était jusqu'à présent adjoint aux finances. Virginie Calmels, qui était pourtant pressentie pour être la dauphine, a annoncé son prochain retrait de la vie politique. Elle retourne dans le secteur privé. À l'international, la contre-attaque de Donald Trump. Oui, les démocrates refusent toujours de financer son mur à la frontière mexicaine. Le président dégaine une arme lourde. Il va déclarer l'urgence nationale. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. C'est une procédure qui lui permettrait de contourner le Congrès ? Oui, c'est un dispositif exceptionnel. Il permet au président américain de contourner le Congrès, de le court-circuiter et de faire son lui. Concrètement, il pourra par de simples décrets s'octroyer des pouvoirs extraordinaires et faire par exemple appel à l'armée pour s'attaquer à la fabrication du mur. Cette procédure est à la disposition du chef de la Maison-Blanche depuis une loi de 1976. Plusieurs présidents en ont déjà fait usage, mais dans des circonstances très particulières. George W. Bush l'avait déclenché après les attentats du 11 septembre 2001 pour donner davantage de moyens aux militaires ou encore pour lancer des programmes secrets de surveillance. Barack Obama, lui, l'avait utilisé lors de l'épidémie de grippe H1N1 pour permettre aux hôpitaux de réagir plus rapidement. À chaque fois, le Congrès avait soutenu le président, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les démocrates parlent d'un grave abus de pouvoir et d'une tentative désespérée de Donald Trump. En coulisses, de nombreux républicains s'inquiètent également de ce coup de force du président, car cette procédure sera très certainement contestée devant les tribunaux, ce qui ne va pas apaiser le climat politique américain. Merci à vous Sonia Dridi, vous êtes l'une de nos correspondants à Washington. La suite du journal avec David Doucan, vous nous parlez de la désertification de nos campagnes, David, ce matin. Oui, absolument. Hier, en déplacement dans l'Indre, Emmanuel Macron échangeait avec le président des associations des maires ruraux de France. Vannick Berberian lui disait « C'est quand il n'y a plus de bistrot qu'un village est mort ». Alors justement, je vous emmène en Alsace. Une femme a lancé une cagnotte pour sauver son tabac-presse. Cela se passe à Metzeral, dans la vallée de Münster. Reportage Arthur Mbaché. Sur la façade de la maison juste en face du marchand de journaux, il y a une inscription que le temps a rendue à peine visible. Boulangerie, pâtisserie, le passé, commerce fermé comme tant d'autres dans le village. Pour que le tabac-presse ne soit pas le prochain sur la liste, une cagnotte vient donc d'être lancée. Martine est née ici, à Metzeral. J'ai vu ça ce matin, je vais essayer de faire un petit don aussi, en espérant que tout le monde suive, parce que c'est vrai, on n'a plus grand-chose à Metzeral. Moi, je suis originaire d'ici, on avait 3 boucheries, 4-5 bars, s'il n'y a plus de marchand de journaux, les gens devront bouger sur Münster. Puis il y a pas mal de personnes âgées. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Il faut que ça bouge, il faut qu'elle reste là. Entre le financement de ces travaux, les jeunes qui ne lisent plus le journal, dit-elle, ceux qui achètent les cigarettes en Allemagne, Sonia Dubois ne s'en sort pas. Oui, moi ça fait maintenant, on va dire une bonne année que je me bats pour essayer de garder mon magasin. Et il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Hein. C'est quand vous voyez qu'un mois vous arrivez, qu'un mois vous n'arrivez pas. Toute seule, je ne pense pas y arriver. Donc c'est pour ça que je demande un petit peu de l'aide. Il me faudrait 10 000 €, dit la patronne du tabac-presse. Metzeral, Arthur Mbaché, Europe 1. Maintenant, la sortie d'un film que vous connaissez tous et qui fait polémique. Oui, Grâce à Dieu, long métrage signé François Ozon, l'histoire du prêtre lyonnais, le père Bernard Prénat, accusé de pédophilie. Il est en attente de jugement. Et c'est bien ce qui pose problème, Mathieu Charrier. Son avocat demande que la sortie du film prévue mercredi prochain soit repoussée. Oui, en fait, le parti pris de François Ozon, c'est de raconter cette affaire du point de vue des victimes, à travers notamment la création de La Parole Libérée, leur association. Sauf que le réalisateur a changé dans son film les noms et prénoms de ses victimes, mais pas ceux du
du père Prénat, du cardinal Barbarin ou de Régine Maire, collaboratrice de Barbarin à l'époque. Or, tous les trois sont présumés innocents, même si le père Prénat a reconnu les faits. La loi interdit de présenter comme établie la culpabilité d'une personne avant qu'elle ne soit jugée, explique son avocat, maître Mercinier. Alors de son côté, le réalisateur répond qu'il s'est appuyé sur des déclarations du père Prénat, qui n'a rien inventé. Il précise que le film sort avant le procès, car le Festival de Berlin l'a sélectionné et diffusé dès la semaine dernière. Ce n'est, selon lui, pas un coup marketing. Reste qu'une telle requête, exiger le report de sortie d'un film, est rarissime, et c'est encore plus rare que le tribunal suive cette demande. La dernière fois que la sortie d'un long métrage avait été repoussée, c'était en 1973, Les Noces Rouges de Claude Chabrol. Le film était sorti 15 jours en retard, sur décision administrative, pour éviter qu'il ne tombe en plein milieu du procès. Et si le film est interdit, on fait quoi? Il est repoussé, après on verra à quelle date il sera repoussé. Est-ce qu'on peut interdire un film aujourd'hui en France? On peut interdire, mais c'est quand même très rare parce que ça s'appelle de la censure. Mais donc, il y a un jugement du tribunal qui est aujourd'hui, c'est bien cela? Non, aujourd'hui c'est l'audience. L'audience se tient aujourd'hui à 11h. Exact. Confirmé. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1, vous nous parliez du film Grâce à Dieu de François Ozon. Un mot de football pour conclure ce journal, Nikos. C'était un 16e de finale aller en Ligue Europa hier soir. Le club de Rennes recevait le Betis Séville. Score final de ce match 3-3.